Pendant que la plupart des gens ne voient rien, des rayons entiers de supermarchés français se vident discrètement de 9 produits essentiels. Non, pas le riz ou les pâtes que tout le monde stocke. Quelque chose de bien plus insidieux. Si vous passiez devant ces étagères aujourd'hui, vous ne remarqueriez probablement rien d'anormal. Elles semblent encore raisonnablement garnies. C'est précisément ainsi que commencent les pénuries. Dans le silence et l'invisibilité. Voici ce que la majorité ignore. La dépendance de la France aux importations alimentaires transformées dépasse les 80% dans certaines catégories. Le véritable enjeu n'est pas ce qui ferme, mais ce qui disparaît des rayons encore ouverts et pourquoi ces produits ne reviennent pas au même prix, voire ne reviennent plus du tout. L'un des articles de cette liste a doublé de prix en moins de 3 ans. Un autre se conserve 3000 ans sans expirer et devient pourtant plus difficile à trouver en grand format. D'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez ces 9 produits, la vraie raison de leur raréfaction et les actions concrètes à entreprendre dès cette semaine. Commençons. Numéro 9, les sardines et maquereaux en conserve. Commençons par le produit dont les chiffres sont les plus parlants. Une fois que vous les aurez vus, l'argument se construira de lui-même. Il y a 3 ans, une boîte de sardines à l'huile d'olive de qualité coûtait environ 2 €. Aujourd'hui, le même produit des mêmes marques dépasse les 4 € dans la plupart des supermarchés français. C'est une augmentation de 100% en 3 ans. Le prix n'est pas le pire. La disponibilité est devenue franchement irrégulière. Depuis la rentrée de septembre, les enseignes françaises voient leurs rayons de sardines se vider, surtout sur les premiers prix. Ce n'est pas un événement isolé, mais un schéma qui se répète sans calendrier de retour clair. Voici ce qui se passe vraiment. L'Ifremer classe la sardine du golfe de Gascogne en état dégradé. Sa population a été divisée par 3 en 20 ans. Plus d'une boîte sur 2 vendue en France ne vient pas de nos côtes. Elle vient du Maroc. Or, les débarquements marocains sont passés de 950 000 tonnes en 2022 à 525 000 tonnes en 2024. C'est une chute de presque la moitié en 2 ans, due à la surpêche, au réchauffement des eaux et au déplacement des bancs. Quand l'offre se contracte et que la demande reste stable, les prix montent et la disponibilité devient imprévisible. Ce cycle est en cours et les conditions océaniques ne s'inverseront pas à une échéance utile pour votre garde-manger. Les flottes de pêche côtière, en particulier celles spécialisées dans la sardine, ont vu leur capacité augmenter considérablement au Maroc, ce qui a accéléré l'épuisement de la ressource. Parallèlement, la demande européenne et française en particulier ne baisse pas. Les foyers français achètent environ 16 000 tonnes de sardines en conserve par an. La pression sur cette filière vient donc des deux côtés simultanément. Augmentation de la capacité de capture qui détruit la ressource, maintien d'une demande qui ne fléchit pas, et au milieu, des contrats entre conserveries marocaines et distributeurs européens qui sont en renégociation avec des hausses annoncées de 20 à 30% supplémentaires. Une seule boîte de sardines fournit des protéines de haute qualité, des graisses et des oméga 3 à des concentrations qui dépassent la plupart des compléments. Privilégiez les versions à l'huile d'olive. Elles se conservent de 3 à 5 ans dans des conditions normales. Pour optimiser votre stock, il est crucial d'évaluer le rapport calories-prix de chaque produit, de comprendre leur durée de conservation réelle et d'identifier les fournisseurs de grand format, souvent introuvables en magasin. Ce sont ces détails qui rendent un stock vraiment viable. Numéro 8, le concentré de tomates. Celui-là prend tout le monde de court. Du concentré à moins d'1 € la petite boîte, sans problème depuis des décennies. Comment cela pourrait-il disparaître? Commencez par un seul chiffre, 4,25%. C'est le taux de dépendance de la France aux importations de tomates transformées. À la fin des années 90, ce taux était de 60%. La filière française industrielle s'est érodée pendant que la consommation continuait d'augmenter et le pays a glissé dans une dépendance complète à ses voisins du Sud. Plus de 60% du concentré consommé en France vient d'Italie et plus de 25% vient d'Espagne. Le reste, en grande partie, transite par des circuits opaques. Le journaliste Jean-Baptiste Mallet a documenté que des barils de pâte de tomates fabriqués en Chine sont importés, reconditionnés en Italie, puis réexportés en Europe sous des étiquettes italiennes. Une partie significative de ce que vous achetez comme italien n'est pas italien. Si vous êtes encore là, vous comprenez déjà l'enjeu. Ce que je vous explique en ce moment, c'est ce que la moitié de la population française n'a pas le réflexe de regarder. Vous, oui. La production française industrielle plafonne autour de 165 000 tonnes, alors que les besoins sont bien supérieurs. Cofigeo, Panzani, Le Cabanon dépendent quasi totalement d'approvisionnement espagnol et italien. Or, ces deux pays sont sous pression. Sécheresse récurrente dans le sud de l'Europe, hausse du coût de l'énergie, augmentation des coûts de main-d'œuvre. Quand la production baisse la base, il n'y a aucun amortisseur national. Ajoutez à cela le problème du contenant.
le coût de l'acier et de l'aluminium a fortement augmenté. Quand les marges se contractent, les industriels privilégient les produits à forte marge et réduisent les volumes des produits à faible marge. Les petites boîtes de concentré sont à faible marge. Elles font partie des premiers articles coupés en cas de tension. Le concentré de tomate transforme tout. Le riz et les haricots deviennent un chili. Les légumes en conserve deviennent une soupe. Les pâtes passent du fade au plat que l'on a envie de manger. Numéro 7, la levure boulangère en grand format. La production de levure est concentrée dans un petit nombre d'installations spécialisées. Les Affres, leader mondial basé en France, fournit une part majeure du marché européen. La levure est un organisme vivant. Elle exige des environnements de fermentation contrôlés et une gestion rigoureuse de la température. Quand la demande dépasse la capacité, l'écart se referme en plusieurs mois, pas en quelques jours. Quand la cuisson maison a explosé en 2020, les industriels ont augmenté la production. Quand la vague est retombée, ils ont réduit. Mais une part importante des gens qui ont commencé à faire leur pain a continué. La demande de fond est nettement supérieure à celle d'avant la crise. La capacité, elle, est largement revenue au niveau antérieur. Les chiffres ne s'alignent pas. Les sachets standards à température ambiante restent viables environ 6 mois. Au congélateur, près de 2 ans. Mais il existe une option bien meilleure que la plupart des gens ignorent. Les blocs de 500 g de levure compressés sous vide, conservés au congélateur. Ce format conserve sa pleine viabilité pendant 5 ans ou plus avec presque aucune perte. Chaque bloc équivaut à plusieurs dizaines de sachets pour une fraction du coût. Faire son pain à partir de farine, d'eau, de sel et de levure est l'une des choses les plus fondamentales qu'un foyer puisse faire pour son indépendance alimentaire. Sans levure viable, cette capacité disparaît et il n'y a pas de véritable substitut. Numéro 6, l'huile en bidon de 5 litres. Il y a 2 ans, un bidon de 5 litres d'huile de tournesol coûtait autour de 10 € dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, le même bidon dépasse les 20 €, plus du double en 2 ans. Et le prix n'est qu'une partie du problème. La disponibilité des grands contenants est devenue irrégulière. Plusieurs fois, dans différentes enseignes, les bidons de 5 litres ont été tout simplement absents. L'Ukraine était historiquement le premier exportateur mondial d'huile de tournesol. 2/3 des importations françaises venaient de là. Cet approvisionnement a été lourdement perturbé par le conflit en cours. L'huile de palme fait face à des restrictions dans plusieurs pays producteurs. L'huile de colza a vu ses prix grimper avec les coûts céréaliers globaux. Voici ce que la plupart des gens oublient jusqu'à ce que cela compte. La graisse alimentaire n'est pas optionnelle. Le corps en a besoin pour absorber les vitamines liposolubles, pour la production hormonale, pour le fonctionnement neurologique. La majorité des aliments de base, riz, légumineuses, conserves de légumes, contient très peu de graisse. Un stock construit sans source de graisse adéquate produit de réelles carences en quelques semaines. Une cuillère à soupe d'huile fournit environ 120 calories. Un bidon de 5 litres contient environ 40 000 calories. Calorie pour calorie, l'huile est l'un des produits les plus efficaces que vous puissiez stocker. Numéro 5, le bouillon en cube en grand format. Cela ne paye pas de mine. Un cube qui pèse presque rien, qui coûte presque rien. La plupart des gens le voient et pensent assaisonnement. C'est l'erreur. Un cube produit environ 1/4 de litre de bouillon assaisonné pour quelques centimes. Un bouillon en brique du commerce coûte environ 2 € pour le même volume. C'est un facteur 40 pour un résultat identique. Mais l'économie n'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est ce que le bouillon fait à tout ce que vous avez stocké. Du riz cuit dans du bouillon est un repas complètement différent du riz cuit à l'eau. Des haricots mijotés avec du bouillon et un peu de matière grasse deviennent un vrai plat. Ce seul ingrédient fonctionne comme un multiplicateur de saveurs sur tout votre garde-manger. Et voici la dimension que la plupart des contenus oublient. Il y a un effet psychologique bien documenté qui s'installe pendant des périodes prolongées d'alimentation restreinte. Ce n'est pas la faim, c'est la monotonie. Elle érode discrètement le moral d'un foyer avant que quiconque ne nomme ce qui se passe. Les recherches sur le moral en restriction alimentaire prolongée montrent que la variété aromatique est l'une des interventions les plus efficaces. Le format, en gros, les boîtes de 200 cubes ou plus, devient difficile à trouver. Quand vous le voyez disponible, achetez-en plus que prévu. Numéro 4, les lardons et la charcuterie en conserve. Cuite, sous vide, sans réfrigération, conservation de 12 à 18 mois. La première réaction est le scepticisme. 30 secondes à la poêle changent l'impression. Ce n'est pas la meilleure charcuterie de votre vie, mais c'est de la vraie viande salée. Et dans le contexte d'un approvisionnement limité, cette distinction pèse. Plusieurs marques fiables il y a 10 à 8 mois sont passées en rupture ou ont discrètement arrêté la production. Quand vous contactez les fabricants, les réponses sont vagues. Difficulté de production, pas de date de retour. Quand une entreprise ne peut pas vous dire quand un produit revient, c'est qu'elle ne sait vraiment pas.
la fenêtre se referme. Numéro 3, le beurre en conserve. La plupart des gens n'en ont jamais acheté, jamais pensé, jamais remarqué dans un rayon. C'est précisément ce qui rend la situation actuelle facile à manquer. Du vrai beurre scellé dans un emballage stable existe depuis des années dans les magasins agricoles spécialisés, invisibles pour les acheteurs grand public. La demande grimpe régulièrement, portée par la conscience de la volatilité des prix laitiers. En même temps, l'offre a subi de sérieux revers. Très peu de producteurs fabriquent du vrai beurre en conserve à l'échelle commerciale en Europe. La conservation, dans des conditions fraîches, atteint 5 à 10 ans. Une plaquette de beurre réfrigéré commence à se dégrader en 3 à 4 semaines. Vous achetez le même aliment mesuré en années au lieu de semaines. Numéro 2, le lait concentré en boîte à ouverture facile. Les vraies pénuries ne commencent pas avec des gros titres. Elles commencent avec de petits trous faciles à expliquer. Une rangée à moitié remplie. Un produit présent une semaine, absent la suivante. Une étiquette de rupture qui finit par ne plus être remplacée. Le lait concentré en boîte à ouverture facile suit exactement ce schéma. Quand une usine laitière est sous pression, la capacité disponible va au produit à forte marge en premier. Le lait frais et les fromages génèrent beaucoup plus de revenus que les alternatives stables. Le lait concentré et surtout le format à ouverture facile passent en bas de la liste. Le format à ouverture facile n'est pas un détail. Pouvoir ouvrir une boîte sans outils lors d'une coupure de courant ou d'une évacuation est un avantage pratique réel. Cela paraît trivial maintenant. Cela ne le paraîtra pas le jour où vous serez 3 jours sans courant. La teneur en eau ayant été réduite d'environ 60%, une tasse fournit environ 16 grammes de protéines. Numéro 1, le miel en grand contenant. C'est le seul produit de cette liste qui n'expirera jamais. Pas au sens marketing, mais au sens chimique littéral. Le miel a une activité de l'eau trop faible pour permettre la croissance microbienne. Son pH est acide et il produit naturellement des traces de peroxyde d'hydrogène. Des archéologues ont retrouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Quand il a été testé, il était toujours intact, toujours comestible. 3000 ans. Aucun autre produit de votre garde-manger n'est dans la même catégorie. Mais voici la complication. Le format qui a vraiment du sens pour le stockage, les pots de 5 kg, devient difficile à trouver. Les petits pots restent disponibles. Les grands formats apparaissent en rupture ou avec des prix nettement supérieurs à ceux d'il y a 2 ans. 2 facteurs convergent. La récolte française 2024 a chuté de 27%. La récolte 2025 a rebondi, mais avec de fortes disparités régionales. Globalement, la France produit à peine la moitié de sa propre consommation. Le contrôle des importations s'est durci. La France importe plus de 30 000 tonnes de miel par an, principalement d'Asie, où l'adultération avec des sirops de sucre est massivement documentée. Le règlement européen exige une traçabilité plus stricte, ce qui ralentit ou rejette une partie des importations au port d'entrée. Le pipeline domestique et le canal d'importation se contractent en même temps. Voici ce qui relie ces 9 produits. La combinaison de fermeture de magasins en zone rurale, de production géographiquement concentrée hors de France, de perturbations mondiales de l'approvisionnement et de coûts en hausse, produit une érosion lente et discrète de la disponibilité alimentaire. Ces 9 produits comblent chacun un trou nutritionnel précis que les aliments de bas standard ne comblent pas. L'huile, la charcuterie, le bouillon, le beurre, la levure, les sardines, le concentré, le lait concentré, le miel sont ceux qui font qu'un stock fonctionne comme un vrai régime alimentaire au lieu d'un simple compteur calorique. Une dernière chose, lequel de ces 9 produits allez-vous acheter en premier? Dites-le moi en commentaire. C'est un bon moyen de vous assurer que vous allez vraiment passer à l'action et ne pas simplement fermer cette vidéo en oubliant tout ce que vous venez d'entendre. L'approche n'a pas besoin d'être spectaculaire ou ruineuse. À chacune de vos 3 prochaines courses, ajoutez 2 produits de cette liste à votre panier. 2 produits seulement. Sur un budget normal, l'ajout est à peine perceptible sur le ticket de caisse. Fait sur 3 courses, vous regarderez votre garde-manger et vous trouverez que vous avez construit une vraie réserve utile. Pas un stock construit sur l'angoisse, mais un amortisseur pratique qui isole votre foyer du genre de rupture et de hausse de prix qui sont déjà en train de devenir routinières en France. Et si cette analyse vous a fait regarder votre garde-manger autrement, abonnez-vous à Bunker Lucide. Les gens qui seront le mieux placés dans 6 mois ne sont pas ceux qui réagissent quand les rayons sont vides. Ce sont ceux qui ont agi quand tout paraissait encore normal, quand agir était facile, quand la fenêtre était ouverte. Cette fenêtre, c'est maintenant. 9 produits, 2 par passage, 3 passages. La décision de commencer cette semaine ne coûte presque rien. La décision d'attendre coûte plus que la plupart des gens ne le comprennent jusqu'au moment où il est trop tard. Ah,